Renacast. Et en fait, le patron, sur les heures de creux me laissait rouler pas mal, donc j'ai commencé à m'y faire et en 2 mois, en fait, j'ai commencé à exploser les records. Donc la première année, en championnat de France, elle m'a coûté 11 000 € de ma poche, sur de l'argent que j'avais économisé sur mes premières saisons et que je gagnais en direct et que je réinvestissais dans des entraînements, dans des déplacements, du matériel. Je leur dis: «Bon, ben voilà, il faut que je vous annonce officiellement, c'est la dernière course financièrement. Je peux pas suivre, payer les hôtels, les déplacements et cetera. Je peux plus». Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Dans le milieu dont on va parler aujourd'hui, les jeux sont faits dès l'âge de 6 ans. Si vous n'êtes pas né dedans, si vous n'avez pas le carnet d'adresse ou le compte en banque qui va, avec la porte est fermée à double tour. On vous explique poliment que c'est trop tard, que la courbe d'apprentissage est derrière vous. Pourtant, mon invité du jour a décidé d'ignorer la statistique. À un âge où d'autres terminent leurs études sans trop savoir où ils vont, lui, il a décidé de braquer un système qui ne voulait pas de lui. En moins de 2 ans, il a transformé une envie folle en une machine de guerre qui aligne les podiums et défie les pronostics mondiaux. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas son trophée. C'est ce qu'il a dû sacrifier pour s'offrir sa propre chance. C'est la méthode quasi chirurgicale qu'il a utilisée pour hacker son ascension et convaincre ceux qui ne croyaient pas en lui. Aujourd'hui, je reçois Marius Masson. On ne parlera pas de sport. On parle de stratégie, d'audace brute et de ce moment précis où l'on réalise que le seul frein, c'est celui sur lequel on a le pied. Accrochez-vous, vous ne regarderez plus jamais un départ de la même façon. Bonjour Marius et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben écoute, je suis super content de t'avoir. Alors, je vais faire un petit clin d'œil à la personne qui nous a mis en relation, à Serge Malinet. Un petit clin d'œil à lui s'il nous écoute, et je sais qu'il écoute tous les épisodes. Donc, merci beaucoup de nous avoir mis en relation parce que tu n'es pas de mon monde. Je n'arrive pas à faire ce que tu fais. Je n'ai pas la compétence, la force, la puissance mentale qu'il faut avoir pour partir d'un départ arrêté et arriver et se donner à fond sur une distance pendant un laps de temps. Et du coup, jamais je serais venu te chercher. Et là, aujourd'hui, je me dis que ça aurait été tellement dommage de ne pas t'avoir auprès de moi dans un épisode de Renacast, parce que tout ce que tu as fait, finalement, nous amène à une chose hyper importante, l'envie, le besoin de se surpasser, les croyances qu'il faut mettre de côté. Je trouve ça génial, et surtout à l'âge que tu as aujourd'hui et quand tu as commencé, comme je disais dans l'introduction. Et du coup, ouais, franchement, hyper content de t'avoir. Alors, on a déjà échangé, j'ai regardé, j'ai cherché, j'ai fouillé tous les méandres d'Internet pour savoir qui tu étais vraiment finalement, parce que bon, c'est bien, t'es sur le podium, tu fais des perfs, t'as plusieurs casquettes sur la tête. On va en reparler d'ailleurs dans tout l'épisode. T'as vraiment plusieurs casquettes sur la tête. Et je me suis dit que maintenant je te connaissais un petit peu, mais pas forcément nos auditeurs. Alors, si tu veux bien, Marius, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Un grand merci déjà à Serge, qui est une personne qui m'accompagne dans mon parcours professionnel et qui est une personne hyper inspirante de son parcours et de ce qu'il met en place. Moi, je m'appelle Marius Masson, je suis pilote automobile, je cours sur les championnats du monde Saudi World Series en karting et en parallèle, je participe au Grand Prix de France en ski alpin dans les disciplines de slalom et géant. Ok. 2 sports qui demandent un physique exceptionnel, un mental de winner, de gagnant. C'est assez, pour moi, 2 sports complètement séparés. Peut-être pas, tu me diras, hein, mais dans mon esprit, le ski, la neige, c'est pas du tout bon sur un circuit de karting. Donc du coup, déjà pour moi, c'est des choses qui m'impressionnent un petit peu. Mais avant d'en arriver là, et c'est là où on va aller regarder un petit peu. On ne devient pas champion, on ne va pas courir des circuits des circuits internationaux comme ça du jour au lendemain. Moi, ce qui me pose beaucoup de questions, c'est comment, à un moment donné, tu te dis, ok, je veux en faire
mon activité parce que des gamins de 10 ans, 15 ans qui font du karting, moi j'en ai fait, mais tu vois, à titre amateur, je suis content d'avoir fait mes 10 tours. Et au bout de 10 tours, j'ai les épaules explosées, j'ai le dos en vrac. Bref, j'ai pris un bon délire, une bonne dose d'adrénaline, mais je me dis pas, je vais en faire un taf ou un métier où je vais pas concourir. Surtout que je sais que c'est dur, on le voit, on a de plus en plus de films, de séries qui tournent autour du monde automobile et on voit la complexité de Mmh. ça. Donc du coup, avant de parler de ça, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment toi, Marius, à un moment donné, tu t'es dit: «Je vais aller faire du karting», puisque je crois que c'est ta première activité, on verra peut-être que non, mais c'est ta première grosse activité, si tu me dis si je me trompe, hein. Comment à un moment tu rentres dans cet univers-là et comment on va voir que tu le professionnalises progressivement? C'est ça qui va Mmh. m'intéresser également au fur et à mesure de l'épisode. Explique-nous comment on tombe dedans. Est-ce que ta famille, tout le monde était déjà dedans ou toi, tu as décidé de faire quelque chose de différent pour te mettre en évidence par rapport à tout ce que tu connaissais autour de toi? Et ben, moi, depuis tout petit, j'ai toujours cherché à exceller dans le sport. J'ai vraiment, travaillé sur toutes les disciplines qui existaient, du foot au rugby, au tennis, au vélo et j'ai essayé, tous les sports, qui existent. Mais le karting est arrivé assez naturellement, en travaillant sur un circuit, il y a 3 ans maintenant et je me suis inscrit à mes 1res courses comme ça. Au début, se dire qu'un jour je performerais dedans, c'était inenvisageable parce que, je me retrouvais avec des pilotes qui avaient des années d'expérience et pas du tout dans mon milieu, hein. Moi, je viens de la montagne, donc se retrouver sur des circuits avec des gens qui viennent de ce milieu-là, il y a des univers, il y a des univers entre nous, quoi, donc ça a été vraiment, une révélation. Dans ma famille, le sport auto, c'est une tradition, mais plus du côté de la moto. Moi, j'en ai jamais vraiment pratiqué, à part en loisir. Et le karting, ça a été vraiment une révélation, dès le début, d'une envie de performance, d'une envie de résultat et de dépassement de soi, qui m'a vite comblé et donné envie de plus. Alors du coup, ce que je comprends, c'est que tu es sur un circuit. Alors qu'est-ce que tu fais sur ce circuit le jour où, enfin, on n'y arrive pas par hasard sur un circuit. Il y a, alors comme moi, j'y vais avec mes potes, mes collègues pour se faire un petit délire le dimanche après-midi. Est-ce que toi, c'est la même chose? C'est entre copains, vous décidez de vous faire une petite session pour vous amuser un petit coup. Comment on arrive à mettre enfin la combinaison, le casque et et ensuite se mettre dans le kart et partir et puis finalement partir en tant que professionnel sur le système. C'est quoi le jour J en fait? Bah, moi, à la base, ça a débuté sur, des saisons, en fait. Je suis saisonnier, donc l'hiver avec le ski et l'été, il faut trouver un travail et j'étais parti voyager dans les Landes et j'étais recruté sur un circuit pour, entretenir la piste, entretenir le matériel et driver les clients, dans leurs machines pendant la grosse période d'été et c'est la première fois de ma vie que je suis monté dans un kart, à cette époque-là et en fait, le patron, sur les heures de creux me laissait rouler pas mal donc j'ai commencé à m'y faire et en 2 mois, en fait, j'ai commencé à exploser les records du circuit et en rentrant chez moi donc après, le mois d'août, j'ai été, recruté sur un circuit qui avait besoin de quelqu'un, pendant 2 mois donc moi ça concordait parfaitement avec le début de ma saison d'hiver et lui organisait des courses, son fils courait, déjà en championnat du monde, il avait participé à des finales mondiales et et c'était une sacrée machine de guerre en karting et il m'a un peu pris sous son aile. D'ailleurs, je le salue, Timo Léon, qui, heu qui est une machine de guerre en karting électrique et c'est comme ça que j'ai débuté et que j'ai participé à ma première course en travaillant, sur circuit et en accompagnant, l'équipe avec laquelle je travaillais, quoi. Ouais, donc une histoire d'une, enfin même mieux, un poste saisonnier. T'étais étudiant à ce moment-là quand tu es saisonnier? Non, alors moi j'ai arrêté, juste après le lycée, je suis direct parti me faire des saisons, donc j'ai démarré, l'hiver et après l'été il fallait trouver, un travail donc moi j'aimais bien voyager, découvrir des coins de France donc je partais à l'opposé de la Savoie, où je vis et j'allais dans les Landes, dans le Nord, découvrir un peu, d'autres régions, d'autres cultures. Donc du coup, tu vas taffer parce qu'il te faut de l'argent, il faut manger, il faut un toit sur sa C'est tête, ça. et tu tombes là-dedans. Tu profites des temps creux pour t'entraîner, enfin pour t'entraîner, pour au départ t'amuser peut-être, et Ouais, puis ensuite t'entraîner. Moi, ce que je retiens, c'est déjà tu as osé partir loin de ta Savoie, quitter le cocon familial mmh. peut-être, pour, t'émanciper un peu. Donc déjà, c'est un effort assez important. C'est peut-être
une chose qu'on peut donner comme conseil, c'est finalement, tu as commencé ton pas, là, le premier pas que tu as fait, et peut-être pas dur Mmh. pour toi, mais dur pour beaucoup de monde, sortir de sa zone de confort, de sa ville, de son village, pour aller dans des endroits complètement inconnus, un métier différent, parce que tu connaissais quelque chose en mécanique, tu suivais quand même tes proches dans la moto, c'est toi qui allais t'amuser avec les moteurs à régler, non, rien de tout ça? Non, parce que là, dans ma famille, ça court à très haut niveau. Ils roulent sur les 24 heures du Mans. Ils sont pilotes officiels, pour des grosses écuries. Donc c'est à des années-lumière, mais ça m'a toujours fait rêver de loin, le sport auto et l'engouement surtout qu'il y avait autour, l'accompagnement et cetera. Moi, c'est vraiment, voyager au début, ce que je voulais. Je tire ça de mes parents. On a vécu à l'étranger, j'ai découvert une bonne partie du monde, de grâce à eux et partir déménager, pour aller, vivre des saisons, ça faisait un peu partie de la suite de ma vie, de début d'adulte c'était une super occasion, ce travail, pour, aller découvrir quelque chose de nouveau et ça s'est fait, hyper naturellement de rouler sur le circuit, ça a été des sensations qui sont devenues très vite, familières, en termes de pilotage. Et qu'est-ce que tu as la première fois que tu tournes? Puisque tu me dis que tu Mmh. montes dans le karting pour la première fois à ce moment-là, il y a 3 ans. Mmh. Est-ce que tu as un souvenir de ta première fois, à ton premier tour? Ouais, il y a beaucoup de peur, sur la vitesse au début. Je me rappelle avoir énormément de peur sur la vitesse et sur le freinage, qui deviendra plus tard, l'un de mes plus gros points forts, en termes de pilotage, le freinage. Mais, à l'époque, j'en avais peur. J'avais peur de beaucoup m'approcher des bords de piste, de jouer avec, la largeur de piste et surtout avec la vitesse, qu'on pouvait emmener avec un karting. Ouais. Ça va à quelle vitesse un karting électrique aujourd'hui? Un karting électrique, ça va pas hyper vite, ça monte à 75 km/h, mais là, en championnat, on monte sur les plus grosses courses, on monte entre 100 et 105 km/h, et il faut s'imaginer qu'on soit 20 quoi, en paquet de 20, à 105 km/h, le danger est un tout petit peu plus élevé que quand on roule seul. Ouais, et tu es au ras du sol, tu es vraiment bas cette fois, hein. La sensation doit être assez folle, de voir passer le bitume, autour de toi, les bords, les murs. J'imagine que c'est, quelque chose que bah, la peur, je la ressens pour toi, hein, t'inquiète pas. Quand je monte dans un karting et il va, je sais pas combien, mais j'ai l'impression qu'il va à 8 000 km/h, et cette peur d'aller vite. Alors tu as cette adrénaline où tu te sens tout puissant, enfin en tout cas c'était pour moi c'est ça, l'adrénaline quand tu fais une ligne droite. Moi, j'avais vraiment une impression de puissance. Et puis, bah, à un moment, il faut freiner. Alors moi, c'est pas devenu ma spécialité le freinage, hein. Moi, c'est plutôt les pneus, le freinage. Et, euh, et je trouve ça dur. Mais il y a une chose qui est hyper intéressante dans ce que tu dis, c'est que tu avais peur du freinage, de prendre la piste. Et aujourd'hui, c'est devenu ta spécialité, c'est devenu ta marque de fabrique sur le Mmh. tarmac. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à appréhender ça? Parce que quand on a peur, parfois, souvent, on abandonne, on laisse courir, on n'affronte pas cette peur. Comment toi, tu as réussi à passer outre ça? Est-ce que tu t'es fait accompagner ou c'est à force d'itérer, des tours et des tours que tu as réussi à prendre, la peur à bras le corps et à en faire, peut-être la meilleure alliée? Bah, je pense que c'est beaucoup par l'observation surtout de d'autres pilotes sur comment eux, gèrent ça et quelles limites ils se fixent, comment repousser cette limite, comment essayer. En fait, la limite, quand on la repousse un peu, le risque est forcément moindre. Sur une piste où on va repousser le freinage de 30 centimètres et ben, on ressortira 30 centimètres plus large du virage. Par contre, si on le repousse de 3 mètres, c'est sûr que là, on va se faire mal. Donc, ça a été repousser les limites au fur et à mesure, s'essayer, comprendre qu'est-ce qui se passe, comment, comment avancer et qu'est-ce qui se passe quand, j'utilise telle action? C'était, le gros de mon travail et au fur et à mesure du temps, on vient à en comprendre comment vraiment fonctionne la machine une fois que ça fonctionne sur une machine, il faut, s'essayer sur une autre machine et après on devient vraiment un pilote polyvalent, quand on arrive à piloter, sur différentes machines. Ouais. Et OK, oui, et très bien, mais je me pose une question pendant que tu m'expliques ça. Il y a une question qui me vient très, très vite, c'est OK, là, tu avais de la chance, tu as provoqué cette chance d'être sur piste, sur le karting, pouvoir avoir du matériel à disposition. Mais après, quand tu t'entraînes, tu y es plus. Comment ça se fait? Comment tu fais? Tu loues des heures de piste? Tu achètes ton propre kart, et tu tournes toi-même? Est-ce qu'il y a un moment donné où il faut sortir le portefeuille de la poche pour, bah, commencer à grandir, seul, ou est-ce que tu rentres dans une écurie? Alors comme je te l'ai dit au démarrage, hein, j'y connais rien, j'ai essayé de chercher, mais ça me paraît, loin de mon univers. Mais comment on fait pour subventionner ça? Parce que j'imagine qu'un kart, moi j'ai voulu en acheter un, tu sais, pour m'amuser, un truc, Mmh.
c'était hors de prix pour juste m'amuser. Et je me dis qu'à un moment, quand tu veux devenir pro, si c'était l'ambition que tu en avais, il faut peut-être passer par là pour pouvoir progresser. Parce que progresser, moi je veux bien un simulateur avec un casque VR, j'imagine, pourquoi pas, mais c'est pas les mêmes sensations que sur piste. Ouais, alors il y a un moment où il faut forcément investir. Après, il existe plein de manières différentes. Il y a les gens qui achètent leur propre machine, donc ils vont, courir en 2 temps. Moi, j'ai fait le choix d'intégrer un championnat qui fournit les machines et qui sont louables, en fait. Donc, c'est le cas de monsieur tout le monde. Après, sur certaines courses, enfin sur, la grande majorité des courses, les cartes sont préparées, donc, ils sont un peu plus performants, un peu plus rapides, un peu différents à piloter. Et moi, dès le début, j'ai fait le choix de partir dans cette discipline-là, mais il y a un moment où il a fallu financer les sessions d'entraînement, les déplacements. Donc moi, sur ma première année, financièrement, j'avais de l'argent de côté enfin, que j'avais accumulé sur mes premières saisons. Et ça a été de se dire, bon, bah, c'est une aventure que je vais vivre pleinement, je vais le faire à fond pendant un an. Combien ça va me coûter, c'est pas grave, on va y aller et on verra ce que ça donne. Et après, on verra aussi à quel point ça va me faire grandir. Et je pense qu'à cette époque-là, j'avais besoin aussi de m'évader dans un sport, de voir de quoi j'étais capable et de comprendre mes capacités. Donc la première année, en championnat de France, elle m'a coûté, 11 000 € de ma poche, sur de l'argent que j'avais, économisé, sur mes premières saisons et que je gagnais en direct et que je réinvestissais dans des entraînements, dans des déplacements, dans du matériel. Donc c'est très cher et très compliqué. Et ça, sans être propriétaire de ton propre matériel, c'est ça? Donc, j'imagine que celui qui veut, être propriétaire, tu montes encore d'un cran, et quand tu parles de déplacement, ben, si tu as ton matos, tu dois le déplacer aussi, donc c'est pareil, ça coûte une fortune. Et Ouais. dans ces 11 000 € donc tu as tes sessions, quand tu fais des sessions d'entraînement, tu loues une piste, enfin, tu la privatises? C'est comme ça que ça se Et passe? et Ou, tu tournes avec plusieurs et tu as ton coach? Si tu es c'est accompagné d'un coach, je sais pas, tu me diras. Et puis, si c'est le cas, comment tu es allé le trouver, qui chronomètre, enfin qui te guide Mmh. dans l'évolution de ton travail, de tes performances? Alors moi, j'ai pas de coach, à proprement parler qui analyse vraiment ce que je fais. J'ai des gens, enfin j'ai des amis, avec qui on a créé, l'équipe, la Team Mass, qui m'accompagnent et qui analysent, tout ce qui est data. Parce que maintenant on arrive à récolter des données, quand on roule et qui nous donnent un ordre d'idée sur, ce qu'on est capable de produire et qui nous donnent des graphiques, des choses très précises sur notre manière de piloter. Donc j'ai des amis qui retranscrivent ça. J'ai un ingénieur radio qui m'accompagne sur certaines courses où il y a besoin d'avoir des informations à la radio. Et après, bah, il y a des staffs qui travaillent tout autour, pour faire, vivre, une course. Donc, il y a les gens quand on paye des frais d'inscription, on paye, les commissaires de piste, on paye, les mécanos, on paye, tous les gens qui s'occupent, de l'entretien et de la vie d'un circuit. En termes de sessions, alors je roule, des fois avec des gens, mais on essaie de chercher des créneaux où il y a personne, parce que c'est toujours compliqué de se mêler à des gens qui débutent en karting ou qui viennent pour découvrir et qui ont pas du tout les mêmes objectifs que nous. Ça peut être dangereux pour eux, dangereux pour nous. Donc l'objectif pour nous, c'est d'aller rouler sur des sessions où c'est plus libéré. Il y a toujours des temps morts sur un circuit, donc on arrive à trouver. OK. Et donc du coup, dès la première année, tu commences à gagner, des prix qui te permet d'accumuler assez d'argent pour payer ta saison, complète, et ce qui est fort. Donc tu commences, tu quel âge à ce moment? Tu quel âge? 18 ans. 18 ans tout rond. 18 ans que je À ouais. 18 ans, tu te payes toi-même, donc t'as pas, tu vois, comme on voit, sur les Formule 1 à la télé, des sponsors, avec des gros stickers. Alors je sais pas si c'est encore le cas, mais j'imagine, des gros sponsors un peu partout qui payent. Toi, tu es tout seul ou tu arrives déjà quand même à les draguer malgré ton vieil âge, comme je disais au départ, parce Non. que souvent on commence tôt, très tôt. Toi, tu arrives sur le tard et très très tard. Et du coup, comment tu fais? Bon, 11 000 €, tu gagnes pas 11 000 € dans ta première saison. Si, déjà là, tu arrives à obtenir cette somme-là? Ouais, alors, en saison, c'est facile de faire de l'argent quand on fait des heures. Donc, sur un hiver, on bosse, comme des fous, sur les grosses périodes de vacances. Donc on arrive à gagner, pas mal d'argent. Et après, en fait, il y avait quoi? 6 000 € de côté. Et sur la saison, j'ai dû réinvestir, 5 000 €. Donc, j'avais déjà de l'argent de côté de mes saisons plus jeunes. Et je les ai directement réinvestis. La première année, j'ai voulu aller chercher des sponsors avec, 4-5 courses en leur disant: «Bon, bah, investissez, faites-moi confiance, on va y arriver». Et forcément, pour une entreprise, c'est pas une valeur sûre et ça s'entend, donc la première année, il a fallu investir, financièrement. Dès la deuxième saison, par contre, j'ai réussi à trouver des partenaires. Donc l'année dernière, en fait, sur ma deuxième saison complète, j'ai réussi à trouver des partenaires qui m'ont financé à 100 de ma saison.
OK, hyper intéressant. Donc en 2 ans, en une année et 1 an en cours, tu arrives à trouver du sponsor. Comment tu fais? Parce que là, ça y est, pour toi, c'est devenu pro, ça fait 1 an que tu es pro dans ta tête, j'imagine. Comment tu fais déjà pour changer de statut? Puisqu'il y a 1 an, tu n'étais, je vais être méchant, mais c'est pas pour être méchant, mais il y a 1 an, tu n'étais rien dans le karting. Tu étais moi, sur un karting à jouer, pendant des heures autour d'une piste et puis au bout d'un an, tu te révèles, tout le monde apprend à te connaître et comment déjà ton état d'esprit, tu arrives à le changer? Est-ce que tu étais déjà un champion, avant de commencer? Est-ce qu'il y avait, dans tes gènes, il y a déjà, des gènes de champion, hein, visiblement, mais toi, comment tu progresses? Parce que en progressant si vite, on peut vite Mmh. avoir la grosse tête, on peut vite se dire: «Ouais, je suis le meilleur, les autres sont nazes, regardez moi ce que j'ai fait en 1 an» et comment tu travailles le mental pour en arriver là aujourd'hui? Et ben, pour l'anecdote, d'aller chercher les premiers sponsors, c'était à Strasbourg, il y a 1 an et demi, en octobre 2024 et c'est la dernière course de la saison et j'étais avec mes amis, qui faisaient partie, de l'équipe qui m'accompagnait et je leur dis: «Bon, bah, voilà, il faut que je vous annonce officiellement, c'est la dernière course financièrement, je peux pas suivre, payer les hôtels, les déplacements et cetera, je peux plus». Et à la fin de la course, j'avais fait un résultat colossal, enfin je connaissais pas le circuit, j'avais fini 6e sur 40 et il y avait Sébastien Loeb qui était présent, il y avait des grands pilotes qui étaient là et on n'en revenait pas et ils m'ont dit: «Écoute, on peut pas s'arrêter là, il faut qu'on aille, créer une équipe, une association, on va aller chercher des partenaires et on va se démerder pour que l'année prochaine on ait, financièrement, de quoi rouler et de quoi continuer cette aventure-là, quoi». Et Donc à et ce moment-là, on a et tu crées c'est à ce moment-là, tu crées Team Mass, c'est ça? Exactement, on crée Team Mass, donc au début on est 3. Donc toute la période de l'hiver, en saison d'hiver, pour nous, on se dit: «Eh ben, on va aller chercher des sponsors», donc dès décembre, on appelle les entreprises et de décembre à janvier, enfin de décembre à février, on se prend, 40 000 râteaux, par les entreprises, parce qu'on ne sait pas faire. On appelle, on envoie des mails, jamais de réponse. On appelle, ça ne fonctionne pas, c'est à ce moment-là qu'on rencontre Cyrielle, qui est une amie, une personne présente dans l'équipe et qui devient directrice, de la team Mass, donc présidente, on la nomme présidente de la team Mass et elle travaille en communication, donc elle nous explique un peu, comment, démarcher une entreprise, qu'est-ce qui peut être attrayant pour eux, qu'est-ce qu'on peut vendre comme prestation. C'est un peu l'objectif de la team Mass, nous, c'est pas vraiment du sponsoring classique, c'est vraiment de vendre de la prestation pour nos partenaires et de leur dire: «Bah, vous investissez sur quelque chose, qui vous donne une image et qui vous accompagne, dans votre entreprise». Et donc Cyrielle, dirige, la team Mass à cette époque-là et on trouve nos premiers sponsors comme ça l'année dernière. Donc à ce moment, on en est 4 et en 1 an, on a bien grandi. Maintenant, on est presque 10. Ah oui, quand même. Donc c'est donc l'année dernière, tu changes de dimension encore une fois, donc tu passes de champion de karting, du mec derrière le volant qui fait des prestats de malade, à chef d'entreprise. On peut l'amener, dans cet Mmh. esprit-là avec la Team Mass. Comment alors tu crées par nécessité Team Mass, c'est ça? C'est pas parce que tu en as besoin, enfin c'est pas parce que tu as envie de devenir, de faire une structure que tu l'as créée, c'est ça si je comprends bien? Ouais, à la base, c'est ça, c'est plus, dans l'optique de se dire: «Bon, bah, il faut qu'on continue l'aventure». Mais moi, j'ai toujours eu des envies d'accompagner dans le sport auto, de faire grandir, cette cause, de l'ouvrir au public, d'accompagner les gens et de se dire que c'est possible. Mais en fait, à ce moment-là, moi, je vis au jour le jour, quoi. Je sais pas si, je pourrais participer à la course de demain parce que financièrement, c'est compliqué et se projeter avec, une stabilité financière à cette époque-là, c'est hyper compliqué, quoi. Et donc là, la structure est créée. Elle vous explique, Cyrielle vous explique comment aller chercher du sponsoring. Là, du coup, tu pourrais donner aux auditeurs de RenaCast le tips qu'elle vous a donné, la petite astuce pour essayer de trouver du sponsor et pour comment on peut le séduire, parce que comme tu le dis, tu veux le faire un peu différemment. Le petit truc, est-ce qu'on peut en avoir quelques brides, nous? Heu, en fait, il y a vraiment le sponsoring classique qui va être de demander de l'argent, pour aller, performer et après il y a, créer une offre. Nous, notre objectif, c'est de créer une offre, de dire, «Bon, bah, voilà, nous, on vend de la prestation, qu'est-ce que vous recherchez à développer votre visibilité média?» Et ben, à travers l'image d'un pilote, vous pouvez. Vous cherchez
à développer l'image de votre entreprise, et ben nous, il n'y a pas de souci, on viendra dans votre entreprise pour échanger avec vos salariés. J'ai fait des conférences dans des écoles en échange de financement, des entreprises qui voulaient utiliser la visibilité effet miroir, ce qu'on appelle, donc sponsoriser quelqu'un pour utiliser son image et dire bon, bah voilà, vous pouvez utiliser ça. Et on a vendu des prestations comme ça. Euh, Maintenant, c'est hyper dur de trouver des sponsors. On y a quand même passé un temps colossal, tous ensemble, à se dire comment ça va marcher. On avait compté le nombre de mails qu'on avait envoyés. On était à 1311 mails envoyés à différentes entreprises pour 8 sponsors en fin de saison, quoi. Donc, Ouais. c'est Et, difficile, mais il faut trouver les arguments et avoir la motivation permanente, quoi. et les géants que tu as croisés, comme Sébastien Loebs et compagnie, ils vous ont accompagné un petit peu. Tu as réussi à rentrer dans leur sillon pour essayer de récupérer des choses, ou c'est quelque chose que tu n'avais pas forcément envie, parce que des fois, on n'a pas envie d'être derrière quelqu'un et on a envie d'être devant. Est-ce que c'est des choses que tu avais envisagées peut-être? Non, alors c'est plus quelqu'un qui m'inspire par son parcours, qui a Oui. démarré hyper tard aussi Mm. et qui est hyper inspirant. Après, pour vraiment approcher et devenir proche de ce genre de personnes, c'est compliqué. Euh, Nous, on est vraiment en karting à l'échelle basse et on reste des supporters, quoi, des fans de ce genre de personnes. Donc, lui dire, bon, bah, j'ai besoin d'aide, c'est compliqué. Et puis moi, j'ai envie de tracer aussi ma route, de me dire que si un jour ça fonctionne, ça aurait été un projet que j'aurais mené, mais que j'aurais mené avec des gens qui ont du sens et qui m'accompagnent dans une quête, quoi. Ouais, je trouve ça hyper intéressant de se dire, ok, j'ai un besoin, je crée une structure. Tu vois, t'es pas dans le. Il y a beaucoup qui ont créé des entreprises que j'ai eues sur Renacas parce qu'ils avaient envie de devenir chef d'entreprise. Ils avaient envie de liberté. Ils avaient envie de créer quelque chose à eux. Toi, tu le fais presque par dépit, je dirais, parce il faut de l'argent pour courir. Pour gagner de l'argent, il te faut de l'argent. C'est presque. Enfin, toi, tu veux Ouais, gagner c'est ça. l'or, mais pour gagner l'or, il faut de l'argent. Et, euh, et toi, tu le fais par nécessité. Tu es bien entouré puisque c'est quoi? C'est tes potes Ça, de ce moment-là qui sont avec bah, toi depuis toujours et qui te permettent oui, de monter. Vous créez, c'est quoi, une association que vous faites Ouais, ouais, c'est une association. Donc ouais, vous une créez association. vous créez cette association pour aller chercher. Et ce que j'entends et ce que je trouve hyper intéressant, et j'avais déjà eu le cas avec Jeanne Maréchal, championne d'escrime, que j'ai eu sur Renacas, qui, ben, pareil, a des sponsors. Donc, elle a fait les JO, donc elle a quand même une visibilité importante. Tu vois, les JO, ils sont diffusés à la télé sur TF1 ou France 2, je sais pas. Donc, forcément, ça donne tout de suite de la visibilité. Et ses sponsors, quand elle va les chercher, c'est pour évidemment faire ses cours pour s'entraîner, pour continuer à progresser, parce que ça coûte extrêmement cher également. Et, ce qui est assez amusant, c'est elle a vendu son image comme tu peux le proposer toi en conférence dans les structures, dans les banques, justement pour faire cet effet miroir qui est hyper intéressant. Et je pense qu'on pourrait peut-être tous le faire, tu vois, à notre niveau. On a oui, tous quelque chose qui peut être intéressant, à mon sens, de fournir, tu vois. oui, Moi, par exemple, est-ce que je peux me faire subventionner avec un podcast? Et c'est des questions que je me pose du coup, en disant, bah écoute, moi, ma solution, c'est de parler à un micro, donc de m'exprimer, d'aller chercher des questions, de poser des repères sur un épisode. Potentiellement, je peux peut-être aller parler à des managers de groupe ou de choses comme ça pour un groupe à travers mon podcast. Donc, tu vois, je trouve que ce que tu nous donnes là est hyper inspirant, parce que moi, je me dis, bah, pourquoi pas finalement faire pareil? Ah, forcément, il y a des offres pour tout le monde, il y a de la demande pour tout le monde et il y a moyen de créer des produits autour de plein de choses. Mais ça a été vraiment le défi avec des amis de trouver des solutions. Je pense à Mathis avec qui on a passé des coups de fil, des journées, des après-midi entières et qui m'a accompagné sur toutes les courses où il a pu. Et lui, il a vraiment su créer cette demande en disant, ben voilà, on vit à tel endroit, on est capable de vous donner ça. Marius, il fait telle chose et il a su vendre le projet. Et si aujourd'hui on a réussi l'année dernière, c'est aussi en partie grâce à lui, à Marceau et à Cyrielle. On était vraiment quatre à travailler, à s'appeler tous les soirs pendant 2 heures et demie pour débriefer ce qu'on avait fait sur nos pauses entre midi et deux, quoi. Ouais. Et non, c'est énorme de faire ça, surtout vous avez un point de chute, quoi. Vous savez où vous devez aller, vous savez pourquoi vous le faites. Mm. Il y a pas de négociation possible. Il faut y arriver. Et de ce que j'ai compris, tu vas plus loin que ça avec la Team Mass. Tu veux en créer
ou c'est peut-être déjà fait et tu vas me contredire et tant mieux, une espèce de pôle académique où tu veux former d'autres coureurs, d'autres pilotes, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, c'est ça, cette année, ils sont 3, on en a recruté 3. Alors, formés, nous, on est plus sur de l'accompagnement, sur des gens alors qui débutent en compétition, dont l'objectif est soit de monter dans les échelons en karting, soit de tâter la voiture. Nous, l'objectif, c'est de les accompagner sur du coaching, sur, l'aspect médiatique, visibilité média, comment se vendre aux partenaires. Quand on débute, généralement, le budget, il reste moindre et aller chercher des partenaires, ça reste, beaucoup plus facile. Donc nous, l'objectif, c'est de leur donner les clés pour qu'eux, derrière, quand ils auront une vraie carrière et qu'ils auront, des réseaux sociaux alimentés et cetera, ils sachent où se repérer et quoi dire et quoi donner à leurs partenaires. Donc, il y a l'aspect coaching qui nous prend, beaucoup de temps avec eux. On leur offre aussi la possibilité de s'inscrire à des courses, officielles, avec, de gros pilotes et de créer une expérience solide, sur la saison. Et après, il y a l'aspect médiatique, sur, comment gérer, les réseaux sociaux, les médias et cetera. Ah donc une école complète d'accompagnement. C'est quelque chose que tu avais envisagé dès le départ quand vous avez créé, Team Mass? Ou c'est venu progressivement en se disant: «Bah, pourquoi pas offrir notre expertise à d'autres personnes?» Alors quand je dis offrir justement, on va revenir dessus, vous l'offrez cette expertise ou, bah, en fait, c'est un loyer, enfin un paiement, mensuel, annuel, enfin bref, c'est une adhésion, à la Team Mass, et il faut, évidemment payer pour qu'on ait cet accompagnement? Moi, j'ai toujours eu, cette envie d'accompagner, de coacher et de transmettre surtout, que ce soit dans le ski ou dans le sport automobile. J'ai toujours eu, ce besoin de transmettre, de me dire, «Bon, bah, voilà, moi, j'ai pas forcément eu cette chance au début d'accompagnement, et si je peux vous donner quelque chose dans les moments difficiles ou vous accompagner, dans une direction qui est la nôtre, pourquoi pas?» Et c'est totalement gratuit. C'est du bénévolat pour, toute l'équipe. On a lancé ce projet en se disant: «Bon, bah, financièrement, on va essayer d'ouvrir le sport auto, donc est-ce que c'est vraiment raisonnable de réclamer une somme d'argent pour dire: "Bon, bah, venez rouler, sous nos couleurs"?» Nous, l'objectif, c'était d'ouvrir, donc on a vraiment trié par contre, les gens, sur le volet avec des personnalités très originales et des gens, qui lui correspondaient aux valeurs, qu'on met en avant. OK, excellent. Donc, tu es presque un mécène pour, les nouveaux coureurs qui veulent essayer de faire leurs armes sur les pistes. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. Le faire gratuitement, c'est génial, parce que du coup, quelqu'un qui n'a pas les moyens peut devenir le prochain, Schumacher, grâce à toi. En tout cas, tu lui auras donné le premier volant, tu l'auras accompagné au départ, pour qu'il puisse avancer, grandir. Et comme toi, tu aurais peut-être aimé qu'on t'accompagne d'ailleurs. C'est peut-être ça qui fait que tu vas dans ce mouvement-là parce que c'est quelque chose qui t'a peut-être manqué au départ, c'est ça? Alors, on les accompagne, gratuitement, nous, sur l'aspect coaching et cetera. Eux, par contre, ont, le financement de leur saison entre les mains. Donc, nous, on leur donne les clés pour aller chercher des mécènes ou des partenaires. C'est énorme Généralement, déjà. leur budget est pas ouais, généralement, leur budget est pas très élevé, donc ils arrivent à trouver, les partenaires pour financer leur saison et d'avoir une étiquette d'une équipe structurée derrière aussi qui les accompagne, ça aide toujours les partenaires à donner de l'argent. Et moi, au début, forcément, être accompagné, ça aurait été quelque chose, d'ambitieux. Après, j'ai eu la chance dès la deuxième saison d'avoir des gens sur qui compter. Mais, quand on se perd un peu dans le sport, de haut niveau, à monter vite les échelons, on a envie de trouver des repères, des piliers et forcément, c'est difficile de les trouver auprès des concurrents, ces piliers-là, parce que chacun a un parcours atypique, chacun est là pour un objectif différent et s'allier avec un adversaire, c'est pas toujours, la meilleure des options. Donc, moi, si je peux transmettre mon vécu, c'est ce que je leur répète en permanence. Je suis pas là pour, vous donner des leçons, je suis là pour vous parler de ce que moi j'ai vécu et de vous donner des tips pour que vous, derrière, ça fonctionne à votre manière. Ouais, c'est bien ça, c'est important de le faire, on a souvent tendance à partir tout seul, tu vois? Sans demander rien à personne. Ce que tu faisais peut-être toi, en regardant, en scrutant ce que faisaient les autres sur la piste, tu me disais au début que tu as beaucoup regardé les autres faire, bah, finalement si on te l'avait dit, tu aurais peut-être pu avancer encore plus vite, ce qui est déjà énorme, en un an de venir de faire ce que tu as fait, c'est déjà juste énorme. Surtout que, c'est pas ta seule activité parce que tu me le disais, c'est quelque chose que tu fais, une grosse quantité en très très vite. Tu as une autre activité de haut vol, tu nous l'as dit en introduction, tu fais aussi du ski. Alors, deux trucs totalement séparés. Pourquoi le ski? Comment on arrive
à gérer 2 activités aussi prenantes, aussi difficiles, dans une seule et même année, saison, je dirais même, parce que le sport, ben, on le fait pas toute l'année. Alors le ski, on imagine bien que c'est plus l'hiver, que le kart plus l'été, mais comment on arrive à jumeler les 2? Est-ce que c'est les mêmes besoins physiologiques? Est-ce que c'est les mêmes muscles qu'on travaille? Est-ce que c'est le même état d'esprit? Ouais, c'est 2 choses, hyper différentes. Moi, le ski, ça a toujours été, un rêve de gosse. J'ai toujours rêvé de devenir moniteur et maintenant, pour être moniteur de ski, il faut, avoir un gros niveau, en compétition. Il faut participer à des championnats et se faire une grosse expérience avant de pouvoir prétendre à devenir moniteur de ski et moi, j'ai eu la chance d'être intégré, au ski club, des Arcs, donc Bourg-Saint-Maurice et c'est un encadrement qui est incroyable avec, des athlètes de très haut niveau, dedans et ça m'a permis d'évoluer au quotidien. C'est pas forcément toujours facile, de lier les 2. En ce moment, c'est la reprise de karting et en même temps, le ski. Donc le matin, c'est entraînement en ski et l'après-midi, en karting. Ça demande, beaucoup de déplacements, beaucoup de temps. Mais, c'est 2 sports aussi qui mobilisent des muscles différents, mais c'est 2 sports sur, l'aspect mental, qui sont, hyper complémentaires. Moi, je pense, notamment à mes coachs de ski, à Olive, qui m'a accompagné énormément, en ski, qui m'a énormément débridé et qui, sans lui, en karting aujourd'hui, ça fonctionnerait pas parce qu'il m'a révélé un potentiel, mental, qui est incroyable et pareil en karting, si j'avais pas, la confiance que j'ai, dans ce que je fais, j'arriverais pas forcément à m'accrocher et à me mettre la discipline nécessaire en ski. C'est 2 choses différentes. En karting, on s'entraîne moins, sur des choses, beaucoup plus précises et beaucoup plus, hem, dynamiques. En ski, on s'entraîne beaucoup plus en quantité, et sur le long terme et ça demande beaucoup plus d'endurance physique. Et ton coach de ski, quelles sont les clés qu'il t'a données que tu peux, offrir à tous nos auditeurs? Les choses qui t'ont permis de passer un level supplémentaire aussi bien dans le karting que dans le ski? Est-ce qu'il y a des petites choses, tu vois? Je vais reprendre Jeanne Maréchal parce elle nous a donné énormément d'infos. Apprendre à souffler, à respirer tout simplement, apprendre à reconnaître ses sens, le toucher, la vue, prendre sur soi, pour éviter de pleurer sous son masque. Elle s'est aperçue qu'en pleurant pendant qu'elle combattait, ne l'amenait jamais à la victoire parce que forcément l'autre en profitait pour la massacrer encore plus, parce qu'elle avait vu un point de faiblesse. Toi, est-ce que tu as des choses qui te permettent, grâce à ce qu'on t'a appris ou même ce que toi tu as appris tout seul, à vaincre, toi, tes quelques secondes de retard sur ton concurrent dans le karting ou les quelques secondes que tu as perdues dans une descente ou dans un slalom? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux, aujourd'hui, que tu arrives à mentaliser, Mmh. puis à nous dire: «OK, ben, il y a des trucs qui m'aident, qui me permettent d'avancer, de faire fi des difficultés et de continuer à progresser encore et encore»? Et ben, moi, j'utilise vraiment 2 mindsets différents, que ce soit dans le ski ou dans le karting. Dans le ski, je vais plus être dans l'optique de m'amuser parce que c'est ce qui fonctionne avec moi. Quand je m'amuse, je vais vite et c'est là où je suis le plus performant et c'est ce qui vraiment m'aide à avancer au quotidien dans la discipline que ça demande à l'entraînement, dans la rigueur. C'est quelque chose que j'aime la discipline, dans le ski, que j'apprécie différemment, dans le sport auto et dans le sport auto, ce qui me motive le plus, c'est vraiment la quête de performance, en permanence. Beaucoup moins dans l'amusement, mais beaucoup plus dans le sérieux, dans, aller chercher de la vitesse, aller chercher de la performance pure et en ski, chercher à m'amuser parce que je sais que c'est ça qui me rend performant, en fait, m'amuser. S'amuser, c'est excellent. Et au moins tu t'ennuies jamais puisque quand on s'amuse, on ne s'ennuie pas. Et puis, ben, oui mais tu cherches pas la performance quand même? Enfin, tu te dis pas: «Aujourd'hui, je dois faire podium» ou «Je dois faire, X secondes de moins par rapport» enfin, ou centièmes de seconde de moins par rapport à la veille ou au dernier entraînement? En ski, alors je cherche toujours des phases d'amélioration qui sont plus liées à ce que je vais mettre en place dans mon ski et donc physique ou mental, en me disant: «Bon, bah, voilà, je vais travailler tel axe», mais le ski, c'est toujours différent, c'est jamais la même chose, c'est jamais le même tracé, jamais la même neige, jamais les mêmes conditions de météo. Donc en fait, on joue sur plein d'aspects, qui sont hyper différents et en karting, en fait, au début, j'ai été comme ça. Maintenant, il y a tellement, en fait, d'aspects qui rentrent, autour de la performance du pilote, sur qui va être présent en fait, hein. Tout simplement, si je participais à une course et qu'il y a que des pilotes, régionaux, bah, c'est sûr que la première place elle est, envisageable et uniquement envisageable. Par contre, si je participe avec, que des pilotes internationaux, où est-ce qu'on va se classer? Qu'est-ce qu'on va viser? Il y a aussi, les conditions, quel temps d'entraînement j'ai eu sur la piste avant de me lancer dessus. Il y a plein de choses qui rentrent,
en compte, plein de facteurs extérieurs. Et maintenant, l'objectif en karting, c'est vraiment d'être le plus performant possible à l'instant présent. En ski, c'est plus dans la longévité. En karting, c'est vraiment à l'instant présent de se dire quelle performance je peux mettre en place, quelle stratégie et quel moyen pour aller chercher le meilleur résultat possible. Mais je pars jamais avec un résultat prédéfini dans la tête. Ouais, parce qu'au moins, tu vas chercher, ta victoire, et ce que j'entends dans ce que tu me dis là, c'est, pour le kart, enfin, en particulier, Mhm. c'est l'adaptabilité. Le kart, tu le maîtrises pas puisque tu le loues, donc tout le monde a le même, mais j'imagine de mon point de vue de non utilisateur de kart, mais la pression des pneus, enfin, elle est différente. Est-ce que le volant peut-être qu'il il tourne un petit peu moins bien que ce que tu avais avant? Le moteur tourne différemment. Enfin bref, il y a plein d'aspects mécaniques qui me semblent être hyper compliqués quand on n'est pas propriétaire de son matériel, à prendre en compte dès le départ. Et ensuite, tu me dis, en plus, je ne sais même pas au départ avec qui je cours, et en fonction de qui je cours, ma course sera différente, puisque évidemment, si tu Mhm. as de l'international, forcément, ils sont hyper classés, ils sont très très bons, et si tu as du régional, forcément, ils sont un peu moins bons pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein, C'est potentiellement, pour sûr. ils peuvent te ravir la première place parce que toi, tu l'as été aussi, et aujourd'hui, Bien tu es sûr. passé au-dessus. Euh, cette adaptabilité, comment tu fais pour la gérer? Moi, j'aurais une pression de malade, comme quelqu'un qui arrive sur scène avec 5000 personnes qui le regardent, le stress qui arrive en me disant, oh là, ok, bon, bah, mon volant, je sais pas trop, mon casque, la pluie en plus, t'as le climat qui joue. Comment tu fais pour t'adapter aussi facilement? Enfin, facilement, c'est facile à dire, mais comment tu arrives à t'adapter rapidement? En fait, je pense que ça vient déjà avec l'expérience et moi, ça a toujours été un de mes objectifs d'être pilote international parce que je voulais, créer, enfin, être un pilote hyper polyvalent et pouvoir m'adapter à tout type de piste, à tout type de conditions et c'était vraiment, l'objectif dès le début. Je voulais pas être performant sur une piste en régional ou une piste en national. L'objectif, c'était de se dire, et ben, peu importe où je m'aligne, je fais partie des 10. C'est vraiment quelque chose que j'ai cherché dès le début, ça a été une quête de me dire, quel point commun entre chaque piste? Quelle similitude dans ma manière de piloter? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Après, il y a toujours les enjeux de généralement les pressions des pneus, l'entretien du kart, il est réglé au millimètre sur des grosses compétitions, mais il y a toujours l'enjeu du moteur qui a, toujours une petite différence, soit à l'accélération, soit, au moment de relancer, soit au départ et comment on va gérer ça? Quelle méthode on va mettre en place et en tant que pilote, nous, parce que là, à ce moment-là, c'est uniquement le pilote, hein, qui gère, sa machine. Ok. Donc comment gérer ça, à ce moment-là? C'est ce qui rend aussi un pilote, hyper polyvalent et hyper compétent. Moi, c'était vraiment l'objectif. Je pense qu'il est pas encore atteint à 100 parce que sinon je gagnerais, toutes les courses auxquelles je participerais, mais ce sera l'objectif d'un jour de se dire: «Et ben, on arrive à n'importe quelle piste à se dire: "Eh ben, je suis ultra performant sur, n'importe quelle piste", quoi"». Ah, c'est fou, hein, c'est impressionnant, je trouve, cette mentalité. Là, si j'ai bien compris, tu me dis que tu es pilote, mais aussi mécano, c'est ça? Alors la mécanique, on n'a pas le droit de la toucher, Ah, ok. c'est réservé au circuit. Par contre, on a le droit, nous, derrière de trouver des stratégies, sur les qualifications, sur, où je vais me placer, au départ, comment on va gérer le départ et cetera. Sur un kart qui va freiner, moins bien qu'un autre, ben, comment on va relancer plus tôt, comment on va le travailler différemment. Un kart qui va accélérer plus vite en bout de ligne droite, mais moins fort, au début. À la relance, comment on va l'utiliser différemment, pour le rendre plus performant. Et après, des fois, on tombe sur le kart qui fonctionne hyper bien à la relance, hyper bien au freinage et hyper bien en vitesse de pointe. Et là, c'est royal, quoi. Effectivement. Et tu as des tours de chauffe? Tu as le droit de t'entraîner un petit peu sur le kart avant le démarrage quand même? Ou tu apprends dès le premier tour à gérer? Et encore une fois, c'est important parce que si c'est le cas, en entreprise, c'est génial de se dire qu'on arrive dans l'instant à modifier son parcours, son circuit, sa progression au moment où il faut le gérer. Ton freinage, il marche pas, tu sais qu'après, enfin, il marche pas comme tu aimerais. Ouais. Il faut que dans la seconde qui suit, tu puisses le maîtriser. C'est quoi? C'est des phases d'essai ou pas du tout? Alors nous, généralement, sur un week-end de course, on arrive, un jour avant sur le circuit et ça nous permet de rouler Ok, 30 minutes à 1 heure, de découvrir le circuit. Par contre, le jour de la course, on a un tirage au sort pour les qualifications, du kart, un tirage au sort pour, la course numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc, en fait, en 4 manches, je change 4 fois de machine. Donc, les 4 fois, il faut réussir à s'adapter dès le départ à ce qu'on a entre les mains. ouais. C'est, tous les enjeux de chaque pilote de trouver, un moyen. Alors après, il y en a qui viennent à chaque course, donc
forcément, il y a un moyen d'y arriver. Et ceux-là, ceux qui gagnent à chaque course, j'imagine qu'ils sont dans ton viseur. Est-ce que dans ta compétition, tu analyses, puisque tu me disais tout à l'heure, analyser tes datas, parce qu'il y a plein de solutions. Est-ce que tu analyses aussi ceux des concurrents? J'ai en tête certains tennisman qui analysaient les mimiques de certains joueurs quand ils faisaient un service pour savoir où il allait taper, quand il allait le faire. Est-ce que toi, tu fais, comme on peut l'imaginer à la télé, tu reprends ta cassette VHS. Oui, je sais, tu sais pas ce que c'est. Tu prends ta cassette, Si, si. ta cassette VHS et tu reviens en arrière jusqu'à comprendre comment il réagit sur toutes les courses qu'il fait. Alors les datas, ça reste assez confidentiel, donc on n'arrive pas à en avoir d'autres pilotes ou d'autres équipes. L'objectif pour chacun, c'est de les garder bien au chaud. Donc s'identifier à ce que quelqu'un d'autre fait, non, ça marche pas. Par contre, nous, on arrive à se dire, bon, bah, ce circuit va ressembler à celui-là en termes de freinage. Donc, quelle différence on va mettre en place, quelles sensations aussi. On fonctionne énormément à ce qu'on ressent. Ça va être 50% du travail. Et c'est principalement le gros du travail, de se dire qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on analyse, qu'est-ce qu'on conclut, comment faire avancer les choses un peu plus vite. Et après, généralement, en fait, c'est des micro-dixièmes à aller gratter. Et ces micro-dixièmes, ils se jouent des fois sur des détails d'aspiration, de placement sur la piste. Et c'est ça qui différencie une bonne stratégie, quoi. Ouais, ok. Moi, ça m'impressionne beaucoup hein, quand même ce que tu nous dis. Hein. Moi, c'est pour ça que toi, t'es champion et pas moi. Du coup, si tu devais donner un conseil, alors on donne pas de conseil, mais si tu devenais donner quelque chose qui toi t'a servi à nos auditeurs. Pour faire des projets qui leur semblent inaccessibles, tu vois, parce qu'au départ, tu commences pas dans les meilleurs auspices, hein, tu es trop tard sur le circuit. Le ski, bah pareil, même si tu as vécu très longtemps dedans, est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment servi, qui aujourd'hui te sert encore et que tu pourrais donner comme ça à tout le monde en disant, bah moi ça a fonctionné, essayez, si ça marche, c'est cool aussi pour vous. Moi, dès le début, en fait, ça a été d'accepter l'échec, de me dire que l'échec est une force. Moi, ce que j'explique souvent sur le thème de ma carrière, c'est que c'est rempli d'échecs, en fait, et qu'on voit vraiment beaucoup les réussites, mais il n'y en a pas tant que ça par rapport aux échecs, et qu'un jour, on aura le Graal, mais il faut échouer pour comprendre et ne pas avoir peur d'échouer. Et en fait, c'est dans ces moments-là où on apprend le plus sur soi-même, sur ce qu'on est capable et sur dans quelle direction on se dirige. Et moi, échouer, ça fait partie de ma vie et ça le fera toujours. Le jour où j'arrêterai d'échouer, c'est que j'y arriverai plus du tout, quoi. Donc Ouais. il faut s'accorder l'échec, je pense. C'est une bonne vue, je pense, de tout ce qui peut être situationnel. Euh, on apprend beaucoup dans l'échec, même si certains vont me dire bon, t'es gentil, mais les échecs, j'aimerais mieux ne pas en avoir. Mais comme tu le dis, à un moment, tu peux pas gagner. Tu fais combien de courses par an en karting? Combien de sessions de courses? En karting, l'année dernière, j'ai pris 37 départs sur la saison. Donc ouais, c'est beaucoup. Il y a des week-ends de course où il y a 2-3 courses. Donc en fait, ça fait une vingtaine de courses dans la saison en 5 mois en termes de déplacement. Ça reste beaucoup, mais pour marquer des points, c'est essentiel et c'est quelque chose de nécessaire aussi si on veut devenir bon, quoi, hein. Il faut voyager, il faut découvrir et s'aventurer dans des terrains inconnus, quoi. Et avec tous ces départs, tu as forcément eu des échecs, beaucoup d'échecs. Alors comment on s'en relève? Parce que c'est bien beau de dire je progresse grâce aux échecs, mais comment, quand tu as mis toute ta passion, toute ta force dans un circuit, dans une course ou dans une activité quelconque, un échec c'est toujours dur à prendre Mmh. en pleine face. Comment on s'en relève? Bah, je pense déjà aux gens qui m'entourent, moi, qui sont des piliers incroyables dans ça, que ce soit, ma partenaire de vie ou l'équipe, de karting, qui sont toujours là dans les moments difficiles et dans les moments de gloire aussi. Mais, c'est des gens, qui croient au projet et donc, qui ont vu qu'on pouvait y arriver. Et après, il faut aussi, se fixer un objectif plus loin en se disant, «Bon, bah, voilà, c'est une petite dérive sur le chemin et on va se remettre, dans le droit chemin en y arrivant». Et en fait, ça donne un chemin qui est pas toujours droit, mais on arrivera, toujours, vers où on veut et échouer, ça fait partie du truc, quoi. Si j'échoue pas, je pense que j'y arriverai pas. Parfait, effectivement. Je suis totalement en phase avec ce que tu dis, hein. Plus on itère, plus on essaye, plus on arrive à obtenir des choses assez exceptionnelles et on apprend à surpasser et des fois on se surprend
à se surpasser Mmh. en se disant bah c'est étonnant, comment j'ai réussi à obtenir ça. J'y croyais même pas moi et là aujourd'hui je suis à un niveau où personne n'aurait misé un centime sur moi. Donc je trouve ça assez intéressant d'avoir le courage nécessaire de regarder ses échecs en face et d'avancer encore et encore. Donc je trouve ça vraiment bien. Je pense que c'est la meilleure solution. Je suis d'accord avec toi. En même temps, je suis d'accord avec tous mes invités. Vous êtes tous exceptionnels, donc forcément. Mais, euh, mais je vous inviterai pas sinon sur le podcast. Si dans tous les épisodes de Renaka, je pose les mêmes questions finalement. Moi, là, il y a une question qui me vient parce qu'on on apprend beaucoup. Est-ce que toi, tu as un livre de chevet que tu donnes aux gens en disant ça m'a aidé aussi. C'est quelque chose sur lequel je m'appuie de temps en temps ou que je me suis appuyé avant et qui m'aide beaucoup dans des situations difficiles. Est-ce que tu as ce petit bouquin, tu as Cocooning, ce doudou, en fait, je dirais, que tu pourrais nous donner? Ah, alors ça, c'est un sportif, qui a écrit une biographie sur lui dans un sport qui a rien à voir avec le mien, mais Mathieu Blanchard qui est un ultra trailer, qui est quelqu'un d'hyper inspirant, par sa force mentale et la capacité qu'il a à créer de l'endurance avec son corps et c'est un livre, que j'ai lu, relu et qui m'a bercé, dans ma quête de discipline surtout, ce qui est le plus dur, hein, je pense dans le sport de garder une discipline, constante et cohérente avec, nos objectifs et Mathieu Blanchard, c'est quelqu'un qui part aussi de rien dans le trail et qui est devenu un monstre star et une monstre machine de la course à pied. Donc, si je devais conseiller un livre de chevet, je dirais le livre, la biographie de Mathieu Blanchard. Ouais, comme tous les épisodes de Renacast, je prends ton livre et je le mettrai dans la bibliothèque de Renacast pour que tout le monde puisse aller le chercher, évidemment avec un lien pour le trouver plus facilement puisque elle est virtuelle notre bibliothèque, mais je le mettrai Bien dedans sûr. et j'essaierai de me le procurer également pour approfondir ce que tu viens de dire. La discipline, quelque chose d'hyper important dans le sport, mais dans beaucoup de choses, on le voit dans tous les entrepreneurs qui sont venus me voir. La discipline est toujours présente, plus ou moins visible. Dans le sport, on imagine que si tu n'as pas de discipline, tu finis tout droit dans le mur. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu finis dans le mur, alors pas physiquement, mais peut-être financièrement, mentalement, ça peut être aussi compliqué. Donc la discipline, c'est quelque chose de nécessaire pour beaucoup de monde. Alors elle est plus ou moins bien faite dans l'entrepreneuriat. Moi, par exemple, j'aime pas faire les paperasses, donc la discipline sur les papiers, c'est pas trop mon truc, tu vois. Donc je mets un peu de temps à faire les choses en me disant ouais, ça va peut-être se faire tout seul. Mais voilà, il faut avoir une certaine discipline et je pense que cette bibliographie va être hyper intéressante à lire, à étudier et on va aller stabiloter, c'est ce que je dis tout le temps, je stabilote mes livres, les points qui me parlent le plus à ce moment-là. Je comprends aussi avec la Team Mass que tu as besoin de sponsors. Je crois que j'ai vu passer un post dernièrement comme quoi pour la prochaine saison, tu en avais encore besoin, encore et encore. Ceci dit, tu en as toujours besoin, même quand il y a assez d'argent, il y en a toujours besoin, donc il faut y aller. Mais là, c'était encore plus important parce que potentiellement la saison peut être un peu difficile si les sponsors sont pas là. Comment on peut devenir ton sponsor et où je vais pour devenir celui qui t'accompagnera sur ton chemin? Eh ben, nous, on possède un site internet où vous pouvez retrouver toute l'histoire de la Timas, tous les pilotes, comment nous contacter, comment échanger avec nous. On reste hyper accessible. L'objectif, c'est vraiment de partager déjà notre histoire de un. Vous pouvez nous contacter aussi sur les réseaux sociaux et on se fera un plaisir d'échanger avec vous. C'est vrai que cette saison, elle est difficile parce qu'elle démarre dans quelques temps et qu'il nous manque une grande partie, enfin une grande partie, une petite partie de notre budget par rapport à ce qu'on a déjà trouvé, mais financièrement, ça reste des grosses sommes. Donc, on espère, hein, réussir à aligner ce qu'il nous faut pour être au départ, sur les championnats du monde dans quelques semaines. Donc teammass.fr, team comme l'équipe, T-E-A-M, mass, donc 2 M, M-A-2-S.fr. Et puis là, on trouve la partie sponsor. Je suis dessus, c'est pour ça que je le lis en live. On trouve la partie sponsor, toute l'équipe, on voit tout le monde. Hyper intéressant. Donc je le mettrai évidemment dans les liens, dans les notes de l'émission, pardon. Et toi, on peut échanger avec toi aussi directement si on a envie de papoter avec toi pour de jeunes pilotes qui aimeraient avoir ton enseignement sur Internet ou sur les différents réseaux? Mais bien sûr, avec plaisir, moi je réponds à tout le monde, hein. C'est sans problème. L'objectif, c'est de partager l'histoire comme je disais et donc vous pouvez me contacter sur les réseaux et je me ferai un grand plaisir d'échanger avec vous sur votre vécu, sur votre parcours et si vous avez des conseils, en termes de pilotage ou quoi, avec plaisir.
Alors, je mettrai également tous les liens pour te contacter. Tu me les donneras en off et je les rajouterai dans la description. Et comme ça, tout le monde pourra échanger avec toi. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce que tu as déjà parcouru pour aller encore plus vite que toi. Tu sais, pas attendre 1 an, mais 6 mois pour être champion, je sais pas, pour aller encore plus vite. Je sais pas. Mais en tout cas, bravo à toi. Bravo à tout ce que tu fais et comment tu le fais. J'aime beaucoup le fait que la Team Mass aille plus loin que juste du sponsoring, mais qui aide aussi les autres à grandir. C'est tout à ton honneur et puis à toute l'équipe qui t'accompagne. Euh, une dernière question, et c'est celle qui va clôturer l'épisode. Je la pose à tout le monde, donc tu l'as déjà entendu, parce que je sais que tu as écouté des épisodes de RenaCast. Si tu avais la capacité de revenir dans le passé, très très loin dans le passé, genre à tes 6-7 ans, tu vois, où tu tombes nez à nez face à toi-même, quels seraient les mots que tu te dirais? De faire d'une force ce que je vis à cet âge-là. Moi, j'ai été hyper actif et ça n'a pas été toujours facile, jeune, de s'intégrer scolairement ou de découvrir la vie à cet âge-là avec l'hyperactivité, pardon, et de continuer à croire et qu'on trouvera finalement notre voie et comment libérer toute cette énergie qu'on a en soi. Donc, au petit Marius qui avait 6 ans, de continuer à croire en lui, de foncer à fond, tête baissée comme il a toujours fait et que ça finira un jour par payer. Un super succès, Marius. Merci en tout Mmh. cas. Merci de nous montrer que ta trajectoire n'est pas une trajectoire rectiligne, toute droite. C'est une succession de virages que tu as négocié avec audace. Alors du coup, merci à toi parce que tu nous le donnes, tu nous le livres et ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui donne autant. T'as pas attendu qu'on te donne une voiture, en l'occurrence, t'es allé la chercher, t'as construit toi-même ton garage autour de ce qu'on t'a donné. Et bravo, merci. Je te souhaite toute la réussite qu'on peut te souhaiter, briller la place de numéro 1 mondial et je serais ravi d'avoir pu échanger avec toi et me dire, tu vois, lui, j'ai échangé avec lui sur RenaCast, il était exceptionnel. Je te donne un rendez-vous, allez, dans 2 ans peut-être, pourquoi pas, on se recroise au Avec micro de plaisir. RenaCast et on parle de ton parcours exceptionnel, de tout ce que tu auras fait d'ici là et je suis certain que ce sera grand et au même titre que tout ce que tu as déjà fait. Donc merci à toi, merci de nous aider à voir plus grand encore. Donc bravo et puis je te souhaite tout le meilleur du monde et je vous souhaite à tous de réussir, de progresser, d'aller là où vous voulez aller. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée si vous nous écoutez et puis on se dit à bientôt dans un prochain épisode de RenaCast. Allez, ciao, bye bye. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir RenaCast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.